ravie de vous voir aussi nombreux à cette première soirée Pint of Science. Alors, Pint of Science, c'est un festival de vulgarisation scientifique, qui plus est international. Et ce soir, et cette année, c'est la première fois que le festival aura lieu à Avignon. Le festival a lieu du 20 au 22 mai. Mais ce soir, on fait une petite soirée un peu spéciale pour parler de la bière. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu plus, avec un peu plus de précision, le festival. Ensuite, on aura une intervention de Céline Bourgeois, qui est enseignante à l'IUT d'Avignon. On fera certainement une petite pause, le temps de se ravitailler et de reprendre son souffle pour enchaîner ensuite avec un petit quiz. Et ensuite, donc écoutez bien, ça veut dire ça, essayez de travailler votre mémoire pendant la présentation. Et ensuite, ce sera Thomas qui nous reçoit aujourd'hui dans la brasserie La Comédienne, qui nous présentera aussi un peu son travail. Donc le principe de la soirée, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc c'est pas parce qu'il y a quelqu'un devant vous qui parle, c'est lui qui connaît, donc c'est peut-être lui qui va un peu plus raconter. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, un mot que vous ne connaissez pas, une question de curiosité, un besoin de précision, une question même un petit peu pointue. N'hésitez pas, l'objectif c'est vraiment qu'il y ait un échange qui se crée entre les intervenants et vous. Donc voilà, je vais vous laisser profiter de la soirée. Donc on va commencer. D'abord, je vais laisser la parole à Célia qui connaît encore mieux le festival que moi, pour vous présenter un petit peu le principe. Et les questions peuvent commencer maintenant, n'hésitez pas si jamais vous avez... Il n'y a pas de souci. Et du coup aussi cette soirée, elle est en partenariat avec La Comédienne, co-organisée avec Thomas. Donc on remercie vraiment pour l'accueil chaleureux et convivial de grâce. Voilà. Merci. Je vais juste dire deux mots sur le festival. C'est le plus grand festival au monde de vulgarisation scientifique. Donc sur un concept très simple de ramener les chercheurs, de les sortir, de les tirer de leur labo et de les amener dans le débat. Donc la première édition a lieu en 2013 en Angleterre. Et très vite, dès 2014, le festival s'est propagé en France, donc dans 3 grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux. Et aujourd'hui, donc en 2019, on est à 24 pays en tout. Et en France, on a 53 villes qui fêtent en simultané donc, le festival Pint of Science en les 20, 21, 22 mai. Les villes les plus proches aussi qui participent au festival sont Marseille, Marseille, Aix-en-Provence aussi. Voilà, donc c'est assez... C'était dommage qu'il n'y ait rien à Avignon. Voilà. Donc pour la première année, moi je faisais aussi de développer Avignon. Donc voilà, l'événement marquant cette année, donc première édition du festival à Avignon. Donc voilà, pour un peu vous montrer l'évolution et l'ampleur actuelle du festival, c'est qu'il a commencé donc, dans 3 villes avec à peine 1000 participants. Et donc l'année dernière, il y a eu plus de 1000 participants. Donc c'est un festival qui permet de rassembler à peu près toutes les thématiques, tous les domaines de recherche en sciences actuelles. Donc c'est réparti en 6 grandes thématiques. C'est indicatif, mais nous on fera 3 soirées. Donc on a dû choisir parmi ces thématiques. Et donc voilà, juste on va en profiter pour aussi présenter les 3 soirées qu'on fera donc, le 20, 21 et 22 mai. Donc c'est un lundi, mardi et mercredi. Ça aura lieu place des Cansins, au bistrot Balthazar. Donc c'est aussi comme aujourd'hui sur le concept sur réservation sur le site. Mais la différence, ce ne sera pas gratuit, ce sera 2 € la place. C'est assez symbolique, ça permet aussi de faire marcher le festival bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de pintofscience.fr et à regarder tout simplement le programme. On a vraiment essayé de faire des thématiques très variées, de l'agroécologie, des esthétiques, et plus culture et informatique. Bonsoir à tous, donc, je suis
Céline Bourgois, je suis enseignante à l'IUT d'Avignon et j'interviens ce soir pour vous présenter ce qu'on a décidé de faire à l'IUT qui concerne la bière. C'est un projet qui est né il y a maintenant 2 ans et demi. Je suis arrivée à l'IUT, on m'a donné la responsabilité de la biotechnologie et l'IUT, ça fait quel âge là maintenant? Il est là depuis 1996 et la halle de technologie est là depuis. Donc, l'IUT a 23 ans et il était un peu vieillissant, notamment la halle de technologie, il fallait redynamiser tout ça. Et on est tombé assez rapidement d'accord dans l'équipe enseignante pour monter une microbrasserie au sein de l'IUT. Donc c'est ce que je vais vous présenter ce soir, ce qu'on a décidé de faire dans l'IUT pour attirer les jeunes étudiants, faire plaisir aux enseignants aussi. Le choix de la bière a été assez rapidement à susciter l'attention de tout le monde parce qu'on peut faire de la science, beaucoup de science sur la bière parce qu'il y a de la microbiologie, il y a de la biochimie, il y a des chimie des procédés, il y a de l'analyse sensorielle, il y a énormément de choses, c'est un sujet qui est très très vaste. On a aussi au sein de l'IUT des départements packaging, on va pouvoir travailler sur les emballages, les étiquettes, un département statistique qui nous aide sur les bases de données pour les analyses sensorielles et sur la partie commercialisation avec la publicité, etc. Donc ce projet il a fédéré un petit peu tout l'IUT, donc on a mis en place. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps rapidement, parce que je ne sais pas si vous savez comment fabriquer la bière, je vais vous présenter rapidement le process de fabrication. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à m'arrêter. Je pourrai répondre à vos questions. Thomas aussi pourra répondre, parce que c'est deux spécialistes qui font ça toute la journée de la bière. Moi j'enseigne un petit peu la brasserie, mais plein d'autres choses aussi. Donc voilà, je ne suis pas encore la grande spécialiste de la bière. Donc, je vais vous présenter rapidement le process de fabrication, puis ensuite je vous présenterai très succinctement aussi notre installation, les laboratoires et le projet qu'on a mené cette année avec les étudiants. Donc au niveau de la fabrication, du coup, est-ce que vous, si vous deviez définir la bière, vous diriez quoi? Le dur, oui. Malt. Et l'eau. Voilà. À partir de là, on a les 4 éléments qui permettent de fabriquer de la bière. Donc là, il y a une définition pour la bière. Donc c'est une boisson produite par fermentation alcoolique d'un mou préparé à partir de malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucre alimentaire et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon et des oranges. Donc il y a à savoir que le malt de céréales, donc les matières aminacées, doivent représenter au moins 50%, enfin les matières aminacées provenant du malt de céréales doivent représenter au moins 50% de matières aminacées. Donc c'est important pour la matière première sur le passage. Donc on va rapidement regarder le process de fabrication. Une question. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que le malt? Donc, le malt, c'est une céréale qui a été maltée. Donc, à partir d'une graine de céréale, on va reproduire artificiellement la germination et on va la stopper par séchage. Et donc, on va se retrouver avec un grain qui va être apte au brassage. C'est-à-dire qu'on aura à l'intérieur commencé à favoriser la libération de l'amidon. Et il y a aussi des enzymes qui sont présentes dans le grain dans la céréale, parce que la céréale de la banane, en fait, c'est un embryon avec sa réserve. La réserve, c'est l'amidon. Donc on a préparé la libération de l'amidon et on a fait croire à l'embryon qu'il allait pouvoir se développer. Donc il a fabriqué des enzymes pour hydrolyser l'amidon. Et en fait, on l'a stoppé, on l'a séché, on se retrouve avec un grain qui va être apte au brassage, c'est-à-dire qui contient la matière première, l'amidon, et qui contient aussi les enzymes pour hydrolyser l'amidon. Donc ensuite, il y a une grande variété de mâles. On peut travailler sur les céréales qui sont de l'orge, facilement on brasse avec de l'orge maltée, mais on peut aussi utiliser le blé, on peut faire de la blanche, on peut utiliser d'autres céréales en fonction des grandes diversités de bières qu'on peut faire. Donc on stocke
de la germination. Donc on sèche le grain et on peut aussi continuer le séchage, le forcer un petit peu plus pour tournoyer le grain. Et on va obtenir des grains qui vont avoir des couleurs différentes. Et donc ça va permettre d'obtenir des bières de couleurs différentes par la suite. Donc diversité de matières premières du malt, diversité aussi de procédés de séchage lors de la fabrication du malt qui vont donner encore une diversité de bières. Est-ce que c'était clair? Oui, clair. Ouais. Et puis Thomas, je ne sais pas où il est passé, mais s'il a des précisions à apporter, moi je ne sais pas dire. Donc le malt, on va récupérer ces céréales, on les achète, et on va les broyer. On va broyer pour favoriser l'hydratation de l'amidon. Donc on va broyer le grain, pas de façon trop importante pour ne pas produire trop de farine et se retrouver dans le process embêté par le colmatage. Si on boit trop fin, on se retrouve avec des farines et là on fait une pâte. Et une pâte est trop liée, on n'arrive plus à s'en sortir. Donc on essaie de broyer pour avoir un mélange de grains brisés, de grains brisés en 3-4 morceaux et un petit peu de farine. Donc on broie et ensuite on met dans de l'eau. Donc c'est la première étape qui s'appelle l'emplattage. On va mettre les céréales dans l'eau, dans une eau à entre 65 et 72 degrés. Et c'est là qu'on va hydrater les grains, donc on va favoriser la libération de l'amidon et on va activer les enzymes. Les enzymes vont pouvoir dégrader l'amidon et ça va être dégradé en sucres qui vont être fermentescibles ou non fermentescibles. L'amidon, les levures ne peuvent pas l'utiliser, donc on va libérer l'amidon et les enzymes qui sont présentes dans le grain vont être actives et vont hydrolyser l'amidon. Ça va? Ouais, et on va se retrouver du coup avec un jus qui au début n'est pas sucré, puis au fur et à mesure il va devenir très sucré. Donc quand on fabrique de la bière, au début, le bain d'emplattage il n'a pas très bon goût, et puis au final, si on goûte, on se retrouve avec quelque chose de très très bon à la fin. On a un jus qui est très sucré, avec un goût de céréales. Donc voilà, c'est quand on fait avec les étudiants, on va goûter, vous voyez où est-ce qu'on en est, et c'est vrai qu'on est sur un jus qui est très sucré. Donc ça va durer à peu près 1 heure l'emplattage. À la fin de l'emplattage, on va récupérer le jus et on va mettre de côté les déchets, c'est-à-dire les drèches, c'est-à-dire les céréales qui ont été utilisées en dessous. Donc on se retrouve avec le jus sucré. Ce jus sucré, on va l'envoyer vers la cuve d'ébullition et donc là on va chauffer pour apporter à l'ébullition. Quand on va apporter à l'ébullition, on va stériliser le jus parce qu'on se retrouve avec un liquide qui est très sucré, donc on va le stériliser en portant à l'ébullition et c'est là qu'on va pouvoir rajouter le malt qui va apporter les qualités, le houblon qui va apporter les qualités amersantes. Oui. Mais si on porte à ébullition le malt, ça ne va pas dénaturer les enzymes? Si, c'est justement, en fait, on souhaite qu'elle soit plus active, puisqu'on a déjà transformé l'amidon en sucre. Donc là, on a normalement, alors on mélange le sucre, du fructose, du maltose, du maltodylose, des dextrines, etc. Et en fait, en fonction des températures qu'on choisit pour l'emplattage, on va favoriser plus ou moins telle ou telle enzyme, en variété d'enzymes dans les grains, et on va favoriser plutôt la fabrication de dextrine ou de maltose, etc. Et donc là aussi, ça va nous permettre de fabriquer des bières un peu différentes en fonction du profil de température sur l'emplattage. Donc quand on porte à l'ébullition, en fait, on va stopper les enzymes, et donc on se retrouve avec un jus qui est stable. Donc on porte à l'ébullition, et ensuite on rajoute les houblons. Donc les houblons vont apporter des propriétés amérisantes. Le houblon, il contient des molécules spécifiques qui sont qui va être ensuite hydrolysé en acide alpha et acide bêta. Donc deux molécules bien spécifiques qui sont présentes dans le houblon. Et les acides alpha, pendant l'ébullition, ils vont être isomérisés en acide isoalpha, et c'est eux qui apportent l'amertume principalement. Donc en fait, pendant l'ébullition, on va transformer certains acides qui vont
à voir acquérir leurs propriétés amérissantes. Dans les houblons, vous avez aussi des propriétés aromatisantes. Donc, ils ont des notes très, très différentes, avec une grande variété de houblons. Et par contre, quand on les met dès le début de l'ébullition, on dénature beaucoup les houblons et on va perdre toutes ces qualités aromatiques. Donc si on veut profiter des qualités aromatiques d'un houblon, on va houblonner à la fin de l'ébullition. Tout à la fin, on va rajouter des houblons pour leur propriété aromatique. Et là, du coup, on va moins renforcer la partie amérisante, puisqu'on n'aura pas eu l'isomérisation des acides alpha, on va garder simplement les huiles essentielles, comme les petits participes aux arômes. Donc il existe des tas de variétés de houblons, les houblons amérisants qui ont des taux d'acide alpha assez importants, et puis les houblons qui ont des qualités aromatiques assez importantes et des taux d'acide alpha plus faibles, et qu'on rajoute plutôt en fin d'ébullition. Alors le houblon, on n'utilise que des. Donc ce sont des. Alors le houblon, c'est une gamme. Et elle produit des cônes. Les fleurs sont des petits cônes. Et on utilise uniquement des pieds femelles qui produisent des cônes femelles qui contiennent un clone et donc contiennent des acides alpha séchés. Et donc on peut les utiliser soit les cônes entiers séchés, soit compactés sous forme de granulés, ou alors on peut aussi utiliser des extraits de houblon. Là aussi, on a une grande variété et de houblon et de matière. Donc, une fois qu'on a. Donc, l'émission va durer à peu près 1 heure et demie aussi. Et une fois qu'on a fini l'émission, on va refroidir très rapidement et envoyer dans le cuve de fermentation. La fermentation, elle se fait aux alentours de 20 degrés pour les fermentations haute température, et pour les fermentations basses avec d'autres types de levure, on va plutôt être aux alentours de fermentation basse. Donc, en fonction des types de levure qu'on va utiliser, des types de bière qu'on va utiliser, on va pouvoir faire des fermentations hautes et des fermentations basses. Donc, plutôt dans les brasseries artisanales, on va faire des fermentations hautes, aux alentours de 20 degrés, 25. On refroidit le goût qui est à 100 degrés très rapidement jusqu'à 25 degrés. On rajoute les levures et on laisse fermenter pendant une semaine. Parce que une fermentation haute va favoriser quoi? Alors, c'est les fermentations hautes, elles favorisent quoi? Elles sont faites elles sont souvent faites dans les brasseries artisanales. Et puis elles sont plus rapides. Oui. Les fermentations hautes, c'est toutes les bières qui souvent sont désignées par le terme ale, ALE, en opposition, donc c'est des 57 stabilisés, qui sont de fermentation basse, des bières de type lager, qui sont sur des profils aromatiques plus simples, c'est des bières plus légères souvent. Les bières de fermentation haute sont celles qui existent depuis 13 000 ans à peu près. Les bières de fermentation basse ont été développées au 19e siècle. Oui, avec l'industrialisation et la maîtrise du froid. Typiquement, les bières artisanales, même aujourd'hui, on recommence à faire des bières de fermentation basse, on a des bières de fermentation haute, beaucoup plus aromatiques, avec des notes plus fruitées, plus complexes. Les bières de fermentation basse, plus simples, plus accessibles. Typiquement, ce sont les bières de fermentation. Mais les bières de fermentation basse, elles sont très intéressantes. Et un troisième type, ce sont les bières de fermentation spontanée, avec les levures de l'environnement, et les activités de l'environnement, typiquement fungueuses et vanille. Et aussi aujourd'hui, un gros courant qui arrive en France, c'est les bières de type salon, avec un ensemencement mixte levure, bactéries actives, voire protéinomycètes. C'est des parasites plutôt dans le verre, on va dire, qui acidifient le goût et font des profils acides, Une fois, on passe en fermentation pendant une petite semaine et ensuite on passe en garde. Donc on va refroidir jusqu'à 5 degrés
pour faire la garde, c'est-à-dire laisser maturer la bière. Donc la fermentation est terminée, on laisse la bière reposer pendant classiquement 3 semaines avant d'embouteiller. Donc pendant cette étape-là, les levures vont se décanter et on va retrouver une bière un peu plus claire, un peu moins dure. Donc on soutire la bière pour l'embouteillage à ce moment-là. Donc quand on a fait la fermentation, en fait dans les brasseries artisanales, généralement on laisse le gaz s'échapper. Donc les levures vont transformer le sucre en l'alcool du CO2 et le CO2 on le laisse s'échapper. On se trouve avec une bière plate. Donc cette bière plate, on l'embouteille et au moment de l'embouteillage, on rajoute un petit peu de sucre. Du coup, les levures elles vont se réveiller dans les bouteilles et elles vont refermenter dans les bouteilles. Ça va faire très légèrement augmenter de l'alcool, mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que ça va fabriquer le gaz dans la bouteille. Et donc on n'a pas besoin d'avoir de maintenir le gaz dans les fermenteurs pendant la fermentation et d'avoir des appareils pour faire de l'embouteillage sous pression. C'est des appareils plus complexes, plus chers aussi. Donc c'est plus simple de laisser le gaz s'échapper pendant la fermentation et ensuite, au moment de l'embouteillage, rajouter un petit peu de sucre pour faire repartir les levures pour fabriquer le gaz dans la bouteille. Donc une fois qu'on a fait l'embouteillage, qu'on a rajouté un petit peu de sucre, il faut laisser les bouteilles en chambre chaude pendant une semaine pour que les levures se réveillent et refermentent. Et une fois qu'elles ont refermenté, on passe en chambre froide. Et là, ça vous avez dit. Est-ce qu'il y a des questions? Donc au final, pour faire une bière, ça fait combien de temps? Alors, à chaque fois, on pose la question, à chaque fois, elle décide de recalculer. Ça peut être une semaine pour la fermentation. On arrive à les... 4 semaines. Oui, on avait vraiment 4 à 5 semaines. Après, on arrive à se faire un peu plus en semaine. La garde, en fait, on peut la réduire si on souhaite on peut réduire la garde. Il n'y a pas forcément de grosses variations sur la qualité du produit, surtout si après la bière est gardée un peu dans la bouteille, elle est gardée évoluée un peu dans la bouteille et on arrive finalement à une process. Pratiquement 5 semaines, mais si on est pressé, on peut réduire le délai. Donc voilà pour le process de brassage tel qu'il est fait dans les microbrasseries et les brasseries artisanales. Je vais vous présenter maintenant très rapidement ce qu'on a nous à l'IUT. Donc l'IUT il est à Agroparc, il est vraiment très loin. Donc on a une halle de technologie, on a investi là, depuis un an, une microbrasserie pilote qui permet de faire des brassages de 50 litres. Donc c'est l'appareil qui est au centre en rouge et on a investi aussi dans d'autres matériels. Donc là on a la microbrasserie qui permet de faire les différents vins que je vous ai expliqués. Voilà. Ici on a le broyeur, ici on a différents fermenteurs. Là on a les embouteilleuses et la capsuleuse. Donc ça c'est tout nouveau, ça vient d'être financé par l'université et par l'IUT. Donc sur la microbrasserie, donc il y a différents, donc il y a la cuve d'empâtage, une cuve de Whirlpool, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vais essayer de faire un peu plus simple. La cuve de Whirlpool, ça va nous permettre d'avoir avant la fermentation la bière la plus claire possible. Donc il y a pas mal de matières qui sont en suspension dans la bière. Une fois qu'on a récupéré, quand on a fait l'empâtage en fait, on a mélangé des céréales et l'eau, on a récupéré un jus, on a filtré, on a récupéré un jus qui est un petit peu double, et on l'a envoyé vers la cuve d'ébullition. Et quand on a porté à l'ébullition, on a des protéines qui ont coagulé, et on se retrouve avec des morceaux. Quand on a rajouté les doublons peuvent aussi libérer des petits morceaux. Donc on se retrouve avec un jus qui a des petits morceaux. Donc on envoie vers un Whirlpool. Un Whirlpool, c'est une cuve qui a une alimentation qui est tendancielle. Et donc quand on alimente, ça crée un tourbillon. Et les matières en suspension qui sont plutôt légères vont se réunir au centre. On va pouvoir les éliminer facilement. Et on soutire par le côté pour récupérer la bière qui est liquide. Ensuite on refroidit et on envoie vers le fond. Donc on a aussi investi sur du matériel d'analyse. Donc on peut faire de la microbio et puis on a acheté des appareils qui nous permettent de doser, de déterminer la couleur de façon la couleur, l'amertume avec les méthodes spectrométriques. On a un analyseur qui nous permet de faire la mesure de l'alcool de façon très rapide, sans passer par la distillation, etc. Des mesures de la pression dans les bouteilles. Et puis donc on a plein d'autres appareils de mesure plus classiques. On a une
faire plein de choses, ça intéresse quand même aux étudiants de travailler sur ces thématiques. On travaille aussi sur l'innovation en R&D. On essaie de valoriser les coproduits de la brasserie, notamment les drèches. Les drèches, c'est des céréales qui sont épuisées. Donc c'est un grain dont on a enlevé le sucre, qui contient quand même encore des protéines, des fibres. Donc en fait, c'est un produit qui est très intéressant parce qu'il est diététique. Donc on peut le valoriser sous forme de biscuits, sous forme de farine. Donc on fait travailler les étudiants là-dessus aussi pour essayer de trouver une autre valorisation de l'alimentation animale. Des produits innovants à base de bière, les étudiants vont essayer de faire des bonbons à la bière et des essais de bière innovants. Donc tous les ans, on essaie de faire une nouvelle bière avec donc des stages, des travaux, des études de marché pour les étudiants TTC. On a aussi des étudiants qui travaillent sur des packaging avec la réalité augmentée. Donc avec les smartphones, on peut voir sur des emballages, des animations. Il y a des étudiants qui travaillent avec une brasserie artisanale qui a terme de la Cantan. Donc voilà. Oui. Qu'est-ce qui va bien de la bière qui est brassée Alors, la bière qui est brassée, elle est pour la consommation personnelle des enseignants. Donc, on ne la commercialise pas. On n'a pas vocation de commercialiser cette bière. Peut-être qu'un jour on le fera, mais ce n'est pas notre objectif. C'est un objet pédagogique. Après, c'est vrai qu'on se retrouve avec de la bière. Donc, on autorise les étudiants à partir avec une bouteille de bière à la fin de l'année. Mais on a du mal aussi à distribuer de l'alcool aux étudiants, on n'est pas là pour les faire boire. Donc pour l'instant, on est une frigorité. Dès qu'on a une occasion, un événement, et bien c'est des cadeaux qu'on offre chaque fois qu'on a l'occasion. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris un matériel pilote, on fait des brassins de 50 litres. Donc moi je fais 5 brassins dans l'année. Donc ça me permet d'avoir un matériel qui représente vraiment ce qu'il y a en industrie, mais qui me permet de faire quand même des brassins réduits, parce que si à chaque fois que je viens de lever, je fais 200 000 de bière, je serai vite encombré par la bière. Voilà. Ça permet de réduire les stocks. On essaie de collaborer avec l'association Bière de Provence aussi, puisqu'il y a un vrai dynamisme de la brasserie artisanale en France et en Provence, et donc il y a beaucoup de brasseries qui se montent. On est dans une dynamique où on essaie de travailler en collaboration pour faire en sorte que la région du sud de la France soit aussi innovante dans le domaine de la bière et prenne sa place dans le domaine. On s'est lancé tout récemment dans la culture du houblon, donc on a lancé une expérimentation. Donc ça, c'est les locaux de l'IUT à l'extérieur. On a mis un tipi, donc un poteau avec des câbles. Et là, on a planté des mini plants de houblon. On a mis 2 ou 3 variétés, je ne sais plus, et on essaie de faire pousser les houblons, et puis après, moi, je les utiliserai dans la brasserie. Et le projet pédagogique qu'on a monté cette année, rapidement, en septembre 2018, les étudiants de technique de commercialisation qui ont fait des études de marché sur les bières qui sont dans l'air du temps. On a sélectionné 4 types de bières en décembre. En janvier, avec des étudiants du département chimie biologique, je les ai brassés. Les étudiants du département packaging ont fait les étiquettes et les étudiants du style ont fait les analyses sensorielles et les études statistiques. Et aujourd'hui, on a eu la présentation de films publicitaires qui ont été faits par les étudiants d'essai. Ils ont réalisé des petits films pour essayer de faire la promotion des différents types de bières qu'on a brassées. Et on a remis des billes. Donc voilà, c'est vraiment un projet, la bière, qui permet de faire travailler tout le monde, qui motive pas mal les étudiants. Donc les bières qu'on a fait cette année, voilà les étiquettes qui ont été réalisées par les étudiants. Donc on a fait une bière blonde à base d'anis étoilé et d'écorce de citron, qui s'appelle l'étoilé. On a fait une bière qui s'appelle l'épineuse, qui contenait de la rose, de l'hibiscus et du poivre. La dorée qui était une bière très simple avec une bière blonde avec du houblon et du max, rien de plus. Et l'anonyme qui était un essai de bière sans alcool avec des propriétés antioxydantes, avec de la grenade, de la note, un fruit exotique et du guarana. Donc voilà, on a essayé parce qu'on n'a pas réussi à faire une bière sans alcool, elle est à 2,8%. Donc voilà pour les projets.
Donc je vous remercie pour votre attention. Et je remercie les différents partenaires, comme Sayat, qui vous a demandé de venir. C'est toujours avec plaisir qu'on vient parler de ce qu'on fait. Et puis de la Merci beaucoup, Céline. Mais peut-être, je sais qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées pendant l'intervention, mais est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on vous laisse un peu de temps pour décanter les questions? Oui. Vous avez parlé d'arômes sur les dernières. À quel moment vous rajoutez les arômes Alors, il y a plusieurs possibilités pour ajouter les arômes. Il y a plusieurs possibilités pour ajouter les arômes dans la bière. On peut le faire au moment de l'ébullition, quand par exemple on y discute. Pour la bière légumineuse, c'est une bière intéressante, c'est celle qui a gagné les différents prix. On a rajouté pas mal d'hibiscus au moment de l'ébullition avec le houblon, et ça donnait une couleur rose très intéressante avec les arômes. Donc on peut rajouter à ce moment-là, puis on peut rajouter aussi, donc ce qui est bien, c'est que ça se termine aussi en même temps. On peut rajouter aussi plus tard en fonction de la qualité sanitaire de l'arôme pendant la fermentation ou à l'embouteillage. Après, en empâtage, je n'ai jamais rajouté d'éléments plutôt à l'ébullition précisément pour l'embouteillage. Les gens qui ont un petit bon à l'empâtage. Merci. Vous avez des questions? Par rapport à l'ébullition, juste combien de temps ça dure? Une heure. Et par rapport au bon de l'ébullition ou enfin, Il y a certains jours qu'on va laisser une heure. Et puis il y a certains jours qu'on va rajouter pendant les 10 dernières minutes. Et on peut en rajouter pour les 20 dernières minutes. C'est vraiment en fonction du profil aromatique de la bière. Généralement, on y va aussi un peu à tâtons, on fait des essais, on dit celui-là, ce houblon-là, c'est vraiment récupérer les notes aromatiques et le rajouter à la fin. On peut aussi faire du houblonnage à feu, c'est quand on rajoute dans la cuve de fermentation ou pendant la garde. Donc on peut rajouter du houblon à ce moment-là pour vraiment faire des bières de type IPA. Là, peut-être que je vais laisser Thomas en parler. C'est bien. Ouais. Tu veux le faire tout à l'heure Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il me semble qu'il y avait d'autres questions. Je vais répondre aux questions d'abord. Désolé, je vais peut-être vous faire radoter sur les longs cours, mais d'un point de vue de la microbiologie et de la pédagogie, du coup, qu'est-ce que vous faites autour de la bière? Vous travaillez sur les levures, sur la... Alors, pour l'instant, c'était la question. Alors, la question, c'était par rapport à la microbiologie de la bière. Qu'est-ce qu'on fait à l'unité? Qu'est-ce qu'on fait faire à nos étudiants sur la microbiologie? Donc, c'est nouveau. On vient d'installer la microbrasserie en juillet dernier. On est les premiers TP. On a quand même lancé des TP microbio. Donc, ils ont fait des nombrements de flore lactique, le sang, des nombrements de levure. Alors, mon collègue qui est microbiologiste, qui devait venir ce soir, qui a fait des TP avec les étudiants, il est malade, c'est pas avec ce soir, mais pour l'instant, ils font ça. Après, on a un projet aussi de faire de la recherche de contaminants par biologie moléculaire. Donc, voilà, c'est des projets qui sont en cours sur les années à venir. Voilà, des choses très classiques pour l'instant. D'autres questions? Oui, dans mon avis, est-ce que c'est la première ou est-ce qu'il y a une étape qui est plus importante pour réussir une bonne bière. Il y a trois étapes clés, c'est l'empâtage, l'ébullition, la fermentation. C'est vraiment les 3 points importants à maîtriser. Je dirais, s'il y a une étape vraiment importante, la fermentation. On laisse les levures se débrouiller tout seul et puis ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas. C'est vrai, je remarque que nous sommes arrivés sur une des 3 bières, on a nettoyé, la fermentation n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec, on a bien maîtrisé tout ce qu'il y a avant, mais c'est la dernière étape et Oui, normalement, oui. on ne fait rien. C'est dans la non. Une fois que ça a été pseudo-fermenté, on voit que c'est un bizarre. On est là, on fait.
à faire une bonne bière, on va galérer. Puis finalement, on a poussé en amont. Hein. Et puis, tout s'est plutôt bien passé. Après, ce qui est difficile, c'est d'être de reproduire régulièrement la même bière, de maîtriser son process. Nous, pour l'instant, ce n'est pas une problématique qu'on a, puisque tous les ans, à chaque brassin, on change de bière. Donc, on laisse libre cours à notre imagination. Demain, on va passer avec les collègues, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Maintenant, avec les matières premières, on va décider. On va décider de ce qu'on va faire. Après, pour les artisans, ce qui est plus compliqué, c'est de maîtriser le process et de reproduire, d'avoir toujours la même bière pour qu'on va servir aux clients. Je pense que c'est ça. Après, pour arriver vraiment à la bière que l'on souhaite faire, il faut faire plusieurs brassins. Je ne sais pas comment tu fais pour cette brassin avant d'arriver à formuler la bière que tu veux. Toujours parler du son. Et en perpétuer l'amélioration. C'est l'amélioration. Les trois qui sont là, elles sont quand même stables, stabilisées. Peut-être 3 fois, peut-être des brassins, à grande échelle. Après, je vais plus de faire au moins 3 brassins, je suis vraiment arrivé tout de suite à les faire. Oui, voilà, et le client ne se rend pas forcément compte, c'est ça, arrive à mieux voir ce que ça s'appelle le brassage. Pour libérer la Alors ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Le brassage, pourquoi ça s'appelle brassage? pour favoriser la libération du sucre. Mais oui, quand tu es pâle. Oui, maintenant, on peut pas tourner. Pourquoi il brasse à la main? On brasse à l'emballage, c'est important parce que on a des céréales qui se déposent, on mélange les céréales avec l'eau. Si on ne brasse pas, on va se retrouver avec toutes les céréales au fond et on est obligé de mélanger pour favoriser la libération. Oui. Alors, jusqu'à présent, ça marche bien. Après, elle est un peu dure. L'eau d'Avignon, elle est plutôt, ce que j'avais lu dans la vidéo, c'est que les eaux dures, c'était mieux pour faire les bières brunes. Après, donc, la qualité de l'eau joue sur la qualité de la bière. Hein. Par exemple, on n'est pas encore dans ces recherches-là. Après, moi, tu utilises de l'eau à la ville. Oui, en fait, on donne de l'eau. Tu adoucis un peu ton eau, non? Non, tu la traites pas? Donc l'eau, effectivement, on entend souvent les brasseurs, c'est super important, il faut une eau pure, c'est super important, oui, après une eau pure, non. La bière a besoin de beaucoup de minéraux, magnésium, le calcium pour développer l'eau pure. La dureté de l'eau, ça peut être en carbonate, en bicarbonate, va être très importante pour le pH de l'extraction des sucres, la relation de l'amidon au sucre. Sur Avignon, il y a une eau qui est dénommée, c'est une eau qui est très dure. Alors, à l'échelle domestique, c'est une eau qui est dure, à l'échelle de la brasserie, c'est une eau qui a une dureté moyenne. Ces eaux-là sont très adaptées aux maltes colorés qui vont avoir tendance à acidifier le pH de l'emballage. On va utiliser un pH entre 5,3 et 5,5. Et une eau dure va avoir tendance à avoir un pH plus élevé et ça peut être compensé par des maltes colorées acides. Alors, bien souvent, dans l'histoire de la bière, les brasseurs ont plutôt brassé la bière qui était en fonction de l'eau qu'ils avaient. Si on prend deux exemples extrêmes, dans la ville de Serre, en République tchèque, pour les bières blondes très claires, on a une eau qui est très douce. Et à l'inverse, à Dublin, on a une eau qui est très très dure, et donc ça fait beaucoup de bière. Et donc il se trouve qu'à Avignon, on a une eau qui est parfaitement adaptée au type de bière qu'on fait. Après, il y a d'autres paramètres, c'est tout ce qui peut venir en sulfate
en chlorure. Les sulfates ayant une tendance à faire ressortir l'amertume et l'expression du doublon, et les chlorures ayant tendance plutôt à faire ressortir le côté maltais des céréales. Donc, alors, c'est pas tant le niveau de l'un et de l'autre qui compte, mais le ratio entre les deux. Pour une bière équilibrée, on a un ratio à 1. Et pour les bières qui vont être très houblonnées, on va rechercher des ratios sur façon de chlorure qui vont pouvoir monter jusqu'à 8 ou 9. Et ici, on a un ratio de 5. Donc, on a plutôt une eau qui est très adaptée à la production de bière chlorée. C'est ce qu'on fait ici, c'est ce qui est très à la mode. Aucun traitement de l'eau. Mais on peut voir si on a une eau qui n'est pas adaptée à ce bière. Oui, on a de la chance. Il y a d'autres questions? On fera une deuxième, on peut faire aussi une petite pause et reprendre après. Hein. Donc ça dépend quand est-ce que vous voulez faire la pause. Une dernière question, voilà. Moi j'avais une question, j'ai lu justement récemment dans un article scientifique qui montrait que à cause du changement climatique, et plus particulièrement des sécheresses et des chaleurs, qu'il allait y avoir une diminution des rendements et une augmentation du prix de la bière. Du coup je voulais savoir, est-ce que vous avez des solutions à proposer par rapport à ça? Oui, donc effectivement, la problématique du réchauffement climatique risque d'impacter fortement la bière. Alors, pourquoi en fait, il faut savoir que seule une partie de l'orge est utilisable pour la brasserie. En France, on a peut-être 18% de l'orge qui est de qualité brassicole. La France étant le plus grand exportateur mondial d'orge brassicole. Et les aléas climatiques, le réchauffement climatique fait que cette proportion d'orge apte à être brassée, donc c'est l'orge de meilleure qualité, tend à baisser. Et on commence effectivement à se poser la question de la consommation de bière partout sur la planète. Donc la problématique de la pénurie d'orge, en tout cas du manque de disponibilité, va très probablement commencer à se faire sentir dans les années. Après les discussions, non, après on utilise des bonnes céréales, on a de l'orge de moins bonne qualité. Parce que l'orge, ça reste toujours une base, même si vous prenez d'autres céréales, l'orge, ça reste la base. Et vous pouvez faire une bière à base uniquement de mal de blé. Alors c'est compliqué de terminer, évidemment au fond. L'orge, c'est la céréale de prédilection de la bière parce qu'il a une écorce qui est solide. Et donc ce qui rend la séparation du goût de la partie solide facile à faire. Quand on brasse le blé n'est pas cette enveloppe solide, c'est plus compliqué à filtrer, ça colle beaucoup plus. Les brasseurs amateurs là, ils ont déjà expérimenté ça, donc c'est assez compliqué. La bière de blé, la bière blanche, l'exemple de bière de blé, c'est une bière blanche et une bière de blé. La réponse française, je crois qu'on fait ça 30% minimum la teneur en blé. Ici, sur une bière blanche, on est au-dessus de 50%, et on le sent quand on brasse. Après, les brasseurs, dans les pays où ils habitent, les céréales de leur pays, le seigle, c'est pas mal aussi, ça marche très bien. On peut mettre sur le noir après la bière sur le thème. Et l'orge reste historiquement la céréale de il faut combien de kilos? Alors il va falloir pour faire un litre de bière, il va falloir 200 grammes d'orge pour faire un litre de bière à 5 degrés. Après, l'orge dans la spontanée long, plus on va mettre de l'orge, plus on va mettre de l'eau de bière, plus on va avoir de l'alcool. On va se faire une petite pause de 10 minutes. Ouais. Le temps de recharger, d'alcooler en attendant. Et on va reprendre, je pense, sur le quiz. On a des petites questions à vous poser et il y aura des petits cadeaux à gagner. Des petits cadeaux. Mais voilà.
la réponse à la question. Je ne te présente pas, je vais te laisser te présenter. Mais en tout cas, comme tout à l'heure, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à interrompre, de façon respectueuse. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Plus c'est interactif, plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc j'insiste là-dessus. Donc le temps récupéré. Attends, tout le monde a vu le pied téléporté. Alors, donc la brasserie La Comédienne a été créée en 2017. Donc c'est assez récent. Enfin, à l'échelle des temps brassicoles, c'est pas forcément si récent que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il se crée en France entre 2 et 3 brasseries par semaine. On est quasiment plus 1500 aujourd'hui. On était il y a 10 ans 300. On était plus il y a 10 ans 300, c'est pas le coup là. Et dans les années 70, il y avait 30 brasseries en France. Ça traduit ça traduit donc le regain d'intérêt des consommateurs pour le produit bière, qui s'est redécouvert aussi, qui s'est anobli. Aujourd'hui, on a invité chez les gens un goûter de bière, ça se fait. Je pense qu'il y a 5-6 ans, c'était encore trop dans les mœurs. Donc voilà, donc la brasserie a été créée il y a 1 an et demi. Avec un très fort ancrage sur la ville d'Avignon, sous le nom de La Comédienne. On a voulu faire une brasserie en lien avec le milieu artistique. Donc aujourd'hui, on a des partenariats avec le Festival of d'Avignon, avec le théâtre, avec des musiciens. Partenaire par exemple du projet qui est mené par Emma Domas, chanteuse avignonaise, qui a fait un petit projet par la télé-réalité il y a une dizaine d'années. On est en cours de création. On est ambassadeur de la ville d'Avignon. Je peux vous dire tout ça. On comprend qu'il y a une communauté de scientifiques, donc peut-être revenir très rapidement sur mon parcours. Moi j'ai une formation technique pour l'agroalimentaire. J'avais été pris d'ailleurs à l'unité d'Avignon c'est une année d'ouverture. Finalement j'ai choisi notre voie. Et aussi, en même temps que je travaillais dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé dans le nord de la France, dans l'industrie sucrière. Je suis revenu ici faire des conseils. Et en fait, ce que j'aime, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est la biologie, la science, la transformation, le monde du blanc. Et donc, quand il y a 2 ans, j'ai voulu créer une entreprise. Avec le produit bière, c'est imposé assez rapidement parce qu'il y a de ça que l'on croit le maîtriser. On pense le maîtriser, on a fait plein de connaissances, plein de publications, il y a plein de choses. Et après, tout à l'heure, quelqu'un posait la question de quelle était l'étape la plus importante. J'ai répondu la fermentation, c'est le système que vous
le brasseur fait le goût et les levures font la bière. Ouais, donc ce qui m'a motivé à faire ça, c'est bien que ce soit compliqué, sa complexité, on fait aussi le côté passionné. À côté de ça, on fait partie de l'association La Bière de Provence, qui est une association basée sur Marseille, qui est une bibliothèque de brasseurs de la région, qui a pour vocation de faire de la promotion de la bière, donc brassicole. Donc la promotion, ça prend plusieurs formes. Les visibles sont la semaine prochaine au Provence Bière Collection à Marseille, une semaine dédiée à la bière. Et plus localement, le 8 juin, à Lyon, soir avec le Carpillier, donc une fête de la bière avec 7 brasseurs de la région. Et qui sera marqué d'ailleurs la veille par un concours de bière amateur. Beaucoup de gens qui brassent chez eux. D'ailleurs, on a un représentant derrière de l'association des Tontons Mousseurs, c'est ça, vous avez un changement de nom, qui organise, donc si vous êtes même brasseur chez vous avez jusqu'au 1er juin, c'est ça, pour déposer vos échantillons à l'expo, qui va à l'internet, vous êtes relié à Lyon. Et donc la remise des prix, ce sera le vendredi 7 au soir à Lyon. Donc les bières qui sont brassées ici, donc on est sur des bières 100% pure malt. Sur la bière, vous avez un pourcentage de sucre, d'amidon dans de céréales qui était imposé, pour rajouter un autre sucre. La plupart des brasses artisanales travaillent 100% avec le malt d'orge et de sec tout ce qu'on veut. On est, depuis le mois de septembre, tous les produits qu'on travaille sont issus de l'agriculture biologique. C'est un parti pris aussi. Je trouve que le local et le bio, ça va bien ensemble. Même si c'est très compliqué. Alors c'est plus compliqué parce que l'approvisionnement en matière première issue de l'agriculture biologique, et en particulier en houblon et dur. Le houblon, alors toutes les cycliques ici, on fait des brasses des bières très houblonnées. C'est pas forcément très original parce que c'est ce que font la plupart des brasseries artisanales. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a 500 hectares de houblon, ce qui est beaucoup plus qu'il y a 10 ans, il y avait rien. Et la consommation des brasseurs français va être entre 2500 et 3000 hectares. Et en bio, c'est très compliqué. En fait, on commande au partout, il y a des brassins qu'on doit reculer parce qu'on n'a pas la matière. Et on a plus les recettes aussi, dans la mesure. Alors, on posait la question de combien il fallait de brassins pour arriver à stabiliser un produit. Je pense qu'il en faut à peu près 4 ou 5. Il a passé en bio, il a fait du champ tout le temps de houblonnage. Quasiment zéro. Par exemple, pour les brassins comme la vôtre, ça représente une consommation de combien de houblon à l'année? Combien de houblon à l'année? On va être sur 250 kg à peu près. 250 kg. On utilise des pelés sous cette forme-là. Les granulés. En fait, les granulés, c'est donc le houblon, c'est dans la famille Collechamp, le cannabis, c'est très gras, plein d'huiles essentielles, plein de composés. Donc ça colle assez fortement. Donc j'ai besoin de le citalier, de l'agglomérer pour en tenir. L'avantage, c'est que ça se conserve plus longtemps que les cônes. Les cônes, traditionnellement, il vaut mieux les utiliser dans les 3 mois qui suivent la récolte. Le volet, il peut être dans l'année, on va en pouvoir plus longtemps aussi, mais ça va dans le volet. Ça craint, le houblon craint énormément la lumière. Si toutes les bouteilles que vous avez sont opaques, c'est comme ça, c'est pour essayer de protéger la lumière. Et vous verrez que dans 5 ans, à mon avis, les bouteilles, on en verra plus beaucoup. Il y a un grand retour de la qualité de l'aluminium sur la bière. Vous oublier que le Canada, c'est déjà ancré dans le paysage. En France, dès qu'on aura passé le préjugé de quelle est l'aluminium et quelle bière dans la sécurité, ça va remonter. Pour des raisons de conservation et pour des raisons écologiques aussi. Parler de la consigne. Je pense que la l'aluminium sera revenue avant la consigne du verre. Le verre, la consigne est en train de se réorganiser. Ça pose. C'est pas simple du tout de consigner le verre, c'est simple pour le tous.
la bière est un produit, voilà, en dehors de l'aspect bilan énergétique, le recyclage du verre par rapport à faire du verre nouveau. Le verre qui revient dans la brasserie, il faut le laver, c'est de l'acide, de la soude, de la vapeur, et la bière est un produit de suppression. Donc le fait qui peut paraître intact, parce que le verre va avoir une micro-fissure, quand la part en refermentation, le fait peut exploser. Donc l'huile de palette, c'est pas terrible. Les usines qui font sont par exemple du Coca, qui fait Mirabeau, qui a aussi des bouteilles des cafés, les bouteilles par une passent par un scanner pour vérifier qu'elles sont intégrées. C'est pas évident, après, l'IGG le font, les Allemands le font. En France, il y a des projets, je pense qu'avant qu'ils aboutissent, l'aluminium sera c'est mon avis, après, oui, l'autre, je parlais de l'association de Provence, qui a pour but de faire la production du secteur brassicole, mais aussi qui a pour but de relocaliser la production. Donc il y a plein de projets, notamment la production de l'eau de bière, et c'est un but de valider que les variétés qu'on utilise aujourd'hui peuvent être cultivées ici, sous le climat. Donc un exemple, en Alsace, les pieds de houblon sont à 10 mètres, et c'est qu'on fait ici, on les plafonne à 4 ou 5 mètres. À cause du municipal, et parce qu'on a aussi les entreprises, les structures capables de fournir le matériel pour planter à cette hauteur-là. Typiquement, c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser des pommes pour fournir le matériel pour les pompiers. Une fois qu'on aura validé que les variétés peuvent être acclimatées, on va valider technologiquement un produit aussi intéressant, et après, on va attendre 2-3 ans pour qu'il y ait le rendement de ces produits. Après, par rapport à la science, moi, dans mon activité au quotidien, alors évidemment, j'ai été baigné dans la science, de façon scientifique, j'ai travaillé sur des projets de recherche, beaucoup de liens avec les universités, et la conduite sur le terrain, je confronte ce qu'on apprend en théorie et publication avec la réalité. Donc on expérimente, c'est facile d'expérimenter. Tout à l'heure, on parlait c'était donné l'exemple de la carte de froid. Donc, c'est un exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que la garde c'est indispensable, il faut au moins 2 semaines de garde sinon le produit n'est pas fait. J'ai expérimenté, alors évidemment, j'ai pas fait des panels avec 300 dégustateurs, c'était des rêves de gros, mais c'est une même bière brassée, en fait, fermentation primaire en bouteille, mise en garde pendant 3 semaines, froid, et dégustée à l'aveugle par un panel authentique de mes amis. Il y a aussi pas la différence entre les deux bières, et il y a une différence, mais aussi la bière avec garde, la bière sans garde. C'est pas scientifiquement, ça ne tient pas debout, il n'y a pas le d'essai potentiel, mais c'est aussi intéressant quand on brasse sur une échelle commerciale, on va dire, on apprend aussi des fois à démystifier les dogmes de la brasserie. Des remarques. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà tentés à l'expérience de brasser la bière chez eux? Vous êtes tous venus apprendre la recette? Une bière de plus, ça y est. Ah oui, oui. Typiquement, donc, le houblon a deux rôles. Il y a le côté amérisant et le côté aromatique.
Il y a toute une gamme, d'ailleurs, des analyses très poussées, hein, toute la table de composés du houblon. Et selon les types de bières qu'on va faire, on va utiliser des variétés différentes. Je pense que sur les catalogues de nos fournisseurs, il y a au moins 200 variétés de houblon différentes. Ils sont souvent classés par zone géographique. Donc les houblons européens, donc les houblons allemands, les houblons tchèques sont des houblons traditionnels des bières européennes, type de Blix. Donc c'est des houblons plutôt floraux, plutôt épicés. Toutes les bières, toutes les IPA qu'on voit un peu partout aujourd'hui, vont être des houblons américains. Celui qui circulait, c'est le Citra, extrêmement celui-là, mais on a entendu quand ils l'ont senti dire tiens, ça sent l'IPA. Il est utilisé dans. Je ne vais pas dire quelle portion, mais dans beaucoup d'IPA, c'est un houblon qui est très à la mode. Il a ce côté très tourné vers le litchi, les fruits tropicaux. Aujourd'hui, il y a un autre pays qui est émergent sur le houblon, c'est la Nouvelle-Zélande. On trouve beaucoup de houblons assez proches des houblons américains. Il faut savoir que donc en France, il y avait beaucoup de houblons d'Alsace dans les années 70-80. Les Américains, quand ils ont redécouvert le style IPA, ils ont 15 ans d'avance sur nous, donc dans les années 80, ils sont venus prendre des houblons en France, en République tchèque, ils ont amené les États-Unis, ils ont croisé entre eux, ils ont découpé ces variétés qui sont très à la mode, Cascade, Citra, Centennial, et typiquement les houblons américains. Et aujourd'hui, en France, on reprend la recherche de ces houblons américains, on replante, quand on a arrêté la culture du houblon, et on replante ici pour la voilà. Et oui, il y a vraiment beaucoup de variétés de houblon. Et aujourd'hui, d'ailleurs, faites attention sur les étiquettes des bières. Il y a beaucoup de bières dont le nom contient la variété de houblon. Si ce n'est pas le nom de la bière, en tout cas, en dessous, c'est de plus en plus valorisé. Les variétés qui sont utilisées, c'est devenu un vrai argument commercial. Là où il y a peut-être 4 ans, les brasseurs étaient très frileux à l'idée de dire que les houblons est utilisé. Aujourd'hui, tout le monde l'affiche clairement sur son étiquetage. Moi, je l'ai mis sur les panneaux qui sont en haut, tout ce qui est marqué en vert, c'est le nom des variétés de houblon qui sont dans les bières. Alors, pour certaines des bières, ils viennent des États-Unis, pour d'autres de Nouvelle-Zélande. J'ai pu brasser un petit peu de houblon français l'année dernière, mais j'ai réussi à en avoir une fois. Il y avait une question est-ce que les bières artisanales, souvent, on dirait qu'elles sont plus troubles que les bières qu'on achète dans le commerce? Oui, elles sont plus troubles. D'abord, on a un procédé d'empattage qui ne va pas forcément enlever toutes les protéines, donc il en reste. Ensuite, on utilise pour la plupart aucun adjuvant de clarification. Donc, par adjuvant de clarification, on va parler de lichen, on va parler de poil de poisson, on va parler de gélatine. Et quand on en bouteille, on ne filtre pas la bière pour garder le goût. Ça, les bières que vous avez vues là, en Angleterre, je ne pourrais même pas espérer les commercialiser. Les Anglais, il y a une qualification limpide, parfaitement limpide. En France, on a, d'ailleurs, les brasseurs anglais nous envient, on a la chance d'avoir des consommateurs qui se sont habitués à ce type-là et c'est devenu un gage de qualité. Quasiment aujourd'hui, une bière limpide va être un peu suspecte parce qu'il y a la bière industrielle. Les industriels commencent à remettre de la pectine et à retravailler pour redonner un aspect trouble à leur vie. La bière n'est pas filtrée et il n'y a aucun élément de clarification, donc on garde le goût. Alors ça peut des fois être un peu déstabilisant quand on n'a pas l'habitude. Ça, c'est le trouble lié aux protéines, au blanc. Et après, il y a aussi le trouble lié à la présence de levure. Si la bière est un peu agitée, le fond de levure qui est nécessaire à leur fermentation en bouteille, il va avoir un peu de trouble aussi. Et c'est plutôt un gage de qualité. D'autres questions? Je vous trouve vachement plus timide que tout à l'heure, vous n'aurez pas dû vous arrêter dans vos questions en fait. Sinon, c'est que vous voulez tous avoir les résultats du quiz. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait pas beaucoup de bio, est-ce que c'est
compliqué à cultiver, les rendements ne sont pas les mêmes, et je pense qu'à la base c'est parce que personne n'a pu venir tous ces petits brasseurs qui ont dans leur gène le local et le bio. En fait, il y a très peu de surface cultivée. La plupart, rares sont des producteurs de blonds qui proposent du bio, d'ailleurs ça les embête, parce que c'est compliqué à faire. Par contre, aujourd'hui, tous les projets de monnaie qu'il y a sont 100% Est-ce qu'il y a des différences dans le process avec le dans le brassage, aucun. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de différence dans le coût de la viande. C'est plus l'impact environnemental qui est conservé. Il y a quand même un petit problème qu'on peut avoir, là on le voit passer, c'est que vous avez peut-être déjà été confronté sur la bière au phénomène qu'on appelle le phénomène de gushing, quand on ouvre une bière, elle sort toute seule, ça peut être assez spectaculaire, voire dangereux. Alors il y a plusieurs origines possibles dans ce phénomène-là. Donc un qui est la présence dans le malt d'un champignon, qui s'appelle le Fusarium. Alors, le champignon va être détruit pendant la phase de l'embâtage, il est présent pendant l'ébullition. Par contre, il va avoir généré certaines protéines qui vont largement favoriser la tenue de mousse. Et évidemment, cette contamination à ce champignon-là, on est beaucoup plus sensible que l'orge qui n'a pas été traité contre les antides. Je ne vous ai pas dit que quand il y a une bière qui moussait, c'est à cause de ça. C'est une des raisons possibles parmi les Et du coup, il y a des risques, est-ce qu'il y a des toxines par rapport à un champignon ou est-ce qu'en général, avec la bière artisanale, il peut y avoir des risques? Non. Alors, il n'y a pas de... La bière, globalement, est un produit qui a un pH bas, 2, 4, qui a de l'alcool, qui a du houblon, le houblon est un antiseptique, qui a, pour les bières qui ne sont pas filtrées, qui a une population levurienne qui est très importante, donc il n'y a aucun germe pathogène qui peut se développer dans la bière, il n'y a aucun risque de choper une maladie, une infection alimentaire dans de la bière. Par contre, c'est un produit qui va être sensible à certaines bactéries lactiques, des bactéries acidiques. Ce qui va engendrer, c'est une détérioration du produit qui va faire qu'il va être très acidifié et qui va être imbuvable. Il n'y a aucun risque quand on achète une bière. Pas avant le deuxième litre. Non, mais c'est contaminant. Par rapport à la fusarium, il n'y a pas de souci. On peut l'avoir quand même. Ah oui, vous pouvez l'avoir. Oui, c'est un champignon, il n'y a pas de toxines dangereuses, il fait des protéines qui vont rentrer dans la constitution de la mousse. Après, c'est les mêmes risques de l'écotoxine que dans tous les produits biologiques. Est-ce qu'il y a un choix de levure aussi en temps pour les darons? Oui. Clairement, oui. C'est pareil, les levures, il y a plein de fabricants de levures différents. Et plein de souches différentes qui vont apporter, alors la levure apporte l'alcool, elle apporte aussi tout un panel de composés, d'esters volatiles qui vont largement favoriser le goût de la bière. On va avoir tendance à confondre d'ailleurs avec le goût du houblon, parce qu'il y a beaucoup de fruités qui viennent de la levure. Un exemple, c'est souvent dans les bières blanches, c'est pas la même levure, pas la même souche de levure dans la bière de votre bière. C'est des levures qui ont assez facilement le goût de banane qu'on peut ressentir. Et après là, chaque brasseur va choisir ses levures en fonction du type de bière qu'il fait. Moi j'ai une levure sur toutes les bières sauf la bière blanche. Et de temps en temps, je vais essayer de nouvelles sortes pour avoir de bonnes surprises. Il y a des brasseries qui sont connus pour avoir leur levure, alors surtout les brasseries qui font des bières de fermentation spontanée.
Mais il y a des brasseries qui gardent le secret de leur levure. D'ailleurs, on poussait le vice jusqu'à, pour la représentation en bouteille, filtrer les levures avant la fermentation et mettre une levure neuve dans la bouteille pour éviter qu'on puisse les récupérer. Voilà, c'est un peu partie du fantasme, de la génération, mais la levure, non mais la levure est ouverte à la fondamentale sur le coup de la bière. Petite anecdote latine sur le nom de la levure qui est employée dans la bière. On dit souvent que le nom c'est la levure qui est dans le vin. Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae, ça renvoie directement au terme de cervoise, au terme de cerveza, qui est la bière en espagnol, d'origine latine. Donc c'est dans le vin qu'on utilise la levure que dans la bière. J'aime bien le vin, Non, mais c'est qu'on me dit souvent, vous avez fait une brasserie dans une région viticole, c'est vrai qu'on fait du vin ici depuis 2000 ans, on fait de la bière depuis 13 000 ans. Est-ce qu'il y a une action sur le goût, le fait qu'on les brasse en inox, notamment Dans ce truc derrière. C'est-à-dire maintenant on utilise de l'inox. Oui. Et avant on utilise du bois. Oui. Forcément le bois apporte un goût boisé différent. D'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de brasseurs qui travaillent sur les fermentations en mixte, d'une part, avec des levures de bière, et qui vont utiliser des fûts en bois qui vont être contaminés par d'autres levures, par des bactéries, et d'autres goûts, ou qui vont faire vieillir certaines bières dans des fûts qui ont soit des fûts d'œufs, mais c'est assez rare, pour rechercher des fûts qui ont des spiritueux, du cognac, du rhum, pour obtenir des goûts un peu différents. Alors, les brasseurs qui font ça le font au minimum 6 mois, et c'est plutôt un an. Donc là, il y a dans tout le réseau des brasseries, il y a plein de brasseurs qui ont mis des bières à vieillir il y a un an, 18 mois. Et là, on va voir arriver sur le marché dans les 2 dernières années une multitude de produits déjà pas mal. Et c'est plutôt très intéressant à goûter des bières qui ont des fûts de bois. Une dernière question? On peut passer au débat. Bon, en tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, vous savez où trouver Céline à l'IUT et où trouver Thomas à la Comédienne. Donc, je parle peut-être à votre place, mais en tout cas, voilà, je pense que n'hésitez pas. Donc, on va passer donc, au résultat du quiz. Donc, on va vous donner d'abord toutes les réponses avant de vous donner. Donc, première question. En quelle année et dans quel pays avait eu lieu la première édition du Pint of Science en 2013 en Angleterre? À la deuxième question, dans combien de pays a eu lieu le festival? Dans 23 pays différents. Vous avez quelques exemples. Cette année, il vient de débuter au Costa Rica, entre autres, et Australie et même Afrique du Sud. Voilà, donc si vous avez un compte Twitter et que vous vous amusez à suivre le hashtag Pint2019, vous allez voir que pendant 24 heures, vous allez retrouver des événements dans le Pint of Science. C'est assez rigolo à regarder. Dans toutes les langues, il faut quand même maîtriser aussi un peu ça. Sinon, troisième question, dans combien de villes aura lieu le festival cette année? Alors, ça a failli être 54, mais finalement, ce sera 53, ce qui est quand même déjà pas mal, sachant que, bon, on l'a déjà dit, cette année, nous, à Avignon, on fait partie des nouvelles recrues. Voilà, pour info, on a accepté la réponse 54 si ça avait été donné. Ensuite, quelles sont les 3 villes qui ont participé au festival lors de la première édition française en 2014? Donc Paris,
Bordeaux et Lyon, les plus grandes parties des grandes villes. Ensuite, quel est le petit nom de la mascotte de Pint of Science? Alors, elle s'appelle Barney. Et on vous remercie pour votre ingéniosité et votre imagination pour son petit nom, c'était formidable à lire. Ensuite, combien y a-t-il de tickets en vente cette année? Il y en a 14 000. Et pour info, en comparaison, il y en avait 1000 lors de la première édition en 2013. 2013. C'est que les chiffres de foot. Ensuite, quel président brassait sa propre bière à la Maison Blanche? Il s'agit de Barack Obama, donc il a fait la demande en 2011 qu'une bière soit brassée à la Maison Blanche. Elle s'appelait la White House Honey. C'est une bière avec du miel, comme son nom l'indique. Et donc Barack Obama est connu pour être un grand amateur de bière et il n'a pas seulement demandé à ce qu'une bière soit construite dans les murs de la Maison Blanche, il a aussi participé au brassage de cette bière quand il avait un peu de temps. Donc c'est pour vous dire que même si vous croyez que vous n'avez pas de temps, même un président américain qui va trouver du temps pour brasser la bière, vous pouvez brasser la bière. Il n'y a pas de souci, on trouve toujours du temps quand on veut. Ensuite, donc en quelle année est créée la microbrasserie de la Comédienne? 2017, on est bon, tout va bien. Et ensuite, quels sont les ingrédients principaux de la bière? Eau, céréales, on a accepté quand il y avait écrit amour ou quand il y avait la précision des différentes céréales présentes dans la bière. Mais personne, voilà, personne, quasi personne. Si, j'ai vu des amis quand même. Si, il y avait un. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, les résultats que vous attendez tant. Alors, il y avait deux gagnants qui étaient ex-aequo et on les a départagés sur ceux qui étaient le plus proche du nombre de tickets vendus. Pour info. Donc, en seconde place, c'est Valentin Journet qui va gagner 2 places pour le festival Pint of Science. Donc, on va redécrire les soirées. Et qui plus est, ça te donne l'occasion de pouvoir participer à d'autres quiz pour gagner d'autres lots. Merci. Non mais donc 2 places pour une soirée et première place pour Mama. Qui gagne aussi donc 2 places pour une de nos soirées et également une bouteille de bière de la Comédienne. Donc merci. Donc la soirée va se terminer ainsi, enfin presque, parce qu'on ne va pas être sans vous rappeler quand même un petit peu les différentes soirées qui ont eu lieu pendant le festival. Bon, peut-être que bah, si. Donc le festival Pint of Science aura lieu, je le redis, le 20, 21 et 22 mai. Donc les soirées sont basées à peu près sur le même principe, il y aura plus ou moins le même nombre d'intervenants, peut-être plus. Il y a certains des programmes qui sont sur vos tables, normalement, on a fait exprès de les diffuser. Donc la première soirée, c'est vraiment une soirée réservée à la zététique, pour laquelle on aura Denis Carotti sera présent, François Esquette, Au niveau de la première soirée, c'est des intervenants assez mixtes. On a François S. qui vient de l'association Marseille Zététique. C'est une association qui est vraiment spécialisée dans ce qui est zététique. C'est la spécificité qui m'arrête. On a également Denis Carotti, qui est lui enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille et également doctorant en philosophie. Qui est spécialiste de l'esprit critique en sciences, dans la démarche scientifique. Et donc on a aussi donc, un tuteur qui vient, qui s'appelle Chassettic, que vous avez peut-être connu sous le nom des mathématiques expliquées en choix. Oui, statistique.
statisticiens et youtubeurs. Pour la deuxième soirée, peut-être que ça parlera à un peu nombre d'entre vous, mais encore que. Ça sera une soirée réservée à l'agroécologie, pour laquelle c'est le laboratoire éco-développement qui nous a particulièrement aidé pour organiser cette soirée. Donc avec Yann Plestro, Mireille Navarrete, Marc Chavichian, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je suis désolée, et Martina Fiscano, donc qui vont vraiment nous parler de la production jusqu'à la consommation des légumes, si je puis dire, et essayer d'aller à l'encontre des idées reçues à ce niveau-là. Donc on est vraiment sur une science qui est inscrite sur le territoire, et c'est un peu nos objectifs aussi à travers ces soirées, essayer de faire venir des chercheurs qui viennent d'Avignon et qui puissent expliquer l'actualité scientifique, l'actualité de leur recherche, mais aussi ce qui se passe autour de vous en termes de recherche. Et la dernière soirée qui est un petit peu plus basée sciences humaines, mais ça reste très transdisciplinaire, qui s'appelle Robots et intelligence artificielle, des trucs de geek. Donc là on aura un maître de conférence en informatique, un maître de conférence en sciences de l'information qui est spécialisé, donc en sociologie aussi, qui est spécialisé de la culture geek, sur la culture geek, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube que je n'ai pas notée, donc il va falloir faut cliquer sur le site, sur notre site pour retrouver son nom. Voilà, ça se donne Postmodem. Voilà, merci. Postmodem. Et ensuite, une doctorante, Camille Labo, qui travaille sur les robots, mais alors plus sur la représentation qu'on se fait des robots dans la culture et comment ça peut influencer la science et inversement. Donc voilà pour nos 3 soirées. Si vous avez des questions, on peut tenter d'y répondre, mais je pense que le mieux c'est encore d'y venir. Donc pour réserver vos places, c'est possible sur notre site pintofscience.fr en vous connectant à la ville d'Avignon. Pour ceux qui aiment bien passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est les comptes nationaux, donc on a pintofscience.fr pour ce qui est de Twitter et Facebook, là où vous pouvez trouver toutes les informations. Sachez que vous êtes dans une autre ville en France. Étant donné qu'il y en a 53 qui reçoivent le festival, vous avez la chance vous devrez pouvoir assister à une soirée si vous en avez envie. Et on utilise le hashtag Pint19 pour tout ce qui est un petit peu les nouveautés et les informations de dernière minute. Donc si jamais, voilà, il ne faut pas ne pas hésiter. Si vous avez la moindre question, en tout cas n'hésitez pas à venir vers nous. Et pour les gagnants, nous dire peut-être à quelle soirée est-ce que vous voulez qu'on vous réserve des places, ou au moins nous demander, pas obligé de choisir maintenant, mais au moins de récupérer une adresse mail pour qu'on puisse échanger à ce propos. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir, c'était fort sympa. J'espère que vous avez eu plein de réponses à vos questions et j'allais dire assoiffer votre curiosité, pas du tout. Étancher, merci, votre curiosité. Merci. Pour préparer les soirées. Thomas qui nous a accueillis ce soir, Céline d'avoir intervenu, l'association Acacia des jeunes chercheurs d'Avignon qui nous aide beaucoup aussi. On a également la maison de la recherche, le café des sciences, aussi un peu le Grand Avignon et puis le Balthazar aussi qui va nous accueillir au mois de mai. Donc voilà, je ne sais pas oublier de vous remercier. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, merci très sincèrement.